Cette conférence, comment rendre votre entreprise résiliente à moindre coût, est une conférence qui va vous permettre de voir comment, sur la base de votre entreprise, comment pouvoir économiser le coût de mise en place d'un plan de continuité d'activité. Ce que j'ai pu remarquer avec différentes entreprises, souvent ce qui ressortait, c'est oui, mais la mise en place d'un plan de continuité, c'est compliqué, c'est cher, et puis il faut le maintenir et tout ça. Oui, c'est vrai, ça peut être compliqué si on ne maîtrise pas le sujet, ça peut être cher si on fait des bêtises, et l'objet de cette conférence va vous permettre justement de réduire les coûts et puis de gagner de l'argent sur la mise en place de votre plan de continuité d'activité. Et en effet, il faut vous appuyer sur des experts, ça évite tout problème par la suite. Alors, sans plus attendre, on va passer sur la première présentation, qui est en fait la résilience, c'est quoi? Alors la résilience, c'est la capacité d'une organisation à pouvoir anticiper, à pouvoir se préparer à un événement qui va arriver et qui habituellement n'est pas souhaité, une crise par exemple, à pouvoir réagir et à pouvoir s'adapter. Et anticiper, se préparer, réagir et s'adapter, c'est en fait au changement graduel, parce que les entreprises vivent, et donc là, il faut de la résilience au quotidien dans une entreprise, face à de la concurrence, face à des événements, des montées des prix, des choses comme ça, et aux perturbations soudaines, donc notamment les crises, les sinistres et tout événement qui peuvent d'un seul coup faire périr votre entreprise. Et donc l'objectif en fait de la résilience, c'est tout simplement de survivre et de prospérer. Donc c'est très important de comprendre que la résilience n'est pas seulement dans le cadre en fait d'un sinistre, mais la résilience joue aussi avec la durée de vie de l'entreprise au quotidien. Donc la résilience est quelque chose de aussi bien valable pour la continuité d'activité, et puis moi c'est ce que j'apporte dans le cadre de la mise en place de plans de continuité d'activité, que pour la vie courante d'une entreprise face à la concurrence, face à l'évolution en fait du marché. Alors, une fois qu'on a placé la résilience, on va regarder un premier point qui est apprendre à mieux se connaître. Un premier point d'économie, c'est mieux se connaître et ça va permettre de s'auto-évaluer. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous auto-évaluer, il y a une fiche sur notre site sur lequel vous avez 50 ou 60 questions pour pouvoir vous auto-évaluer. Je les mettrai d'ailleurs dans le commentaire en dessous de cette vidéo quand je la republierai. Comme ça, vous aurez tout simplement l'accès en fait à cette fiche. Alors, mieux se connaître, eh ben, ça va commencer par une première des choses, ça va être de connaître vos actifs. Connaître ses actifs, c'est pas seulement connaître les véhicules que l'on a, les bâtiments que l'on a, mais c'est aussi de l'immatériel. Connaître ses actifs, par rapport à ça, c'est de savoir quel est l'état de situation de mon entreprise aujourd'hui et comment est-ce que je peux utiliser mon entreprise à des fins de reprise d'activité, de continuité d'activité. Apprendre à mieux connaître ses actifs, ça va permettre par exemple de faire un état des lieux de la situation au jour d'aujourd'hui par rapport à votre entreprise. Si vous avez eu des acquisitions, si vous avez fait des acquisitions dans votre entreprise, eh ben, l'acquisition que vous avez faite, vous connaissez peut-être pas complètement en fait le fin détail de ce que vous avez pu acquérir, mais ça va vous permettre de connaître peut-être que vous avez peut-être un bâtiment supplémentaire, un hangar supplémentaire, du matériel supplémentaire, et tous ces actifs-là peuvent servir dans le cas en fait d'un sinistre pour pouvoir s'appuyer sur ces actifs-là, pour pouvoir redémarrer sur la base de ces actifs-là. Et ça, c'est un moment d'économie assez important, parce que ça vous évite, si par exemple vous avez un deuxième bâtiment ou un deuxième bureau ailleurs, ça peut vous permettre d'éviter de payer une location à l'année uniquement dans le cadre d'un sinistre. Là, dans le cas où vous auriez un autre site déjà dans le cadre de votre entreprise, vous pourriez très bien vous replier dessus. Et là, ça serait une économie, l'économie tout simplement de louer un espace spécialement pour de la continuité. Donc connaître ces actifs, ça va vous permettre de bien savoir ce que vous avez et comment vous allez pouvoir vous en servir en cas de sinistre. Et ça, c'est très intéressant de se dire, tiens, j'ai telle chose, et si je suis sinistré, comment est-ce que je peux m'en servir pour pouvoir me relever? Ça amène à réfléchir et à commencer à amener des plans. Et d'ailleurs, des plans, c'est le deuxième point pour mieux se connaître.
vos plans actuels. Est-ce que vous avez des plans que vous avez déjà faits pour la continuité d'activité? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à vous dire, tiens, si mon magasin, si mon bâtiment, si mon usine est sinistré, quels sont mes plans pour pouvoir me relever ou pouvoir maintenir mon activité? Le fait de refaire le tour de vos plans va vous permettre, là encore, de les réactualiser, c'est évident, mais aussi de vous replonger sur quelque chose que vous aviez peut-être mis en place, mais 1 année ou 2 ans ou 3 ans en arrière. Et là, ça vous permet de réactualiser ça avec justement vos actifs qui peuvent être de nouveaux actifs. Donc vos plans, faire le point sur ces plans, les plans actuels, et là aussi s'auto-évaluer, ça va être de se dire, si je n'ai pas de plan de continuité d'activité ou de reprise informatique, il va m'en falloir un. Et ça, typiquement, c'est l'objet de la formation que l'on offre, c'est typiquement de mettre en place ces plans de continuité d'activité ou alors des plans de reprise informatique pour pouvoir vous relever ou maintenir votre activité en cas de sinistre. Alors, ensuite de ça, là où c'est intéressant de mieux se connaître, c'est au niveau de vos personnels. J'en ai parlé lors de la dernière conférence et je vous invite d'ailleurs d'aller la voir par rapport au lien qu'on vous a envoyé si vous ne l'avez pas encore vu, mais de regarder un petit peu sur vos personnels, quels sont vos personnels clés sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Et vous appuyer au moment du sinistre, mais aussi au moment de la reconstruction. Et là aussi, c'est intéressant de voir quels sont vos personnels qui sont les plus importants pour votre compagnie parce qu'ils ont une connaissance historique de votre compagnie, parce qu'ils ont une connaissance de vos systèmes, de vos environnements et de la clientèle, par exemple, ou des fournisseurs. D'accord? Donc vos personnels, et j'ai toujours tendance à dire que les personnels, c'est le cœur de l'entreprise, c'est le sang qui circule en fait dans nos veines. Ce personnel-là, en fait, est vraiment important. Donc c'est important de prendre du temps sur le personnel, à savoir quels sont les personnels sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Et quand je parle des personnels, ça peut être des personnels qui sont actifs, mais ça peut être aussi des personnels qui sont à la retraite. Ça peut être utile d'avoir la liste des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en cas de sinistre. Vos partenaires, ça aussi, c'est intéressant de mieux se connaître par rapport aux partenaires, à vos partenaires, afin de pouvoir vous appuyer sur eux. Et là-dessus, il y a, on le voit dans la formation, mais il y a des partenariats croisés sur lesquels on peut s'appuyer sur des partenaires en cas de sinistre de nous-mêmes. Et les partenaires, bon, il y a différents partenaires, bien évidemment. Il y a les partenaires institutionnels, il y a les banques, il y a les assurances, mais il y a aussi les fournisseurs sur lesquels on peut s'appuyer en cas de sinistre. Donc là aussi, faire un état des lieux et mieux connaître en fait ces fournisseurs, voire peut-être faire des marchés avec eux pour justement mettre en place des contrats de reprise interactivité, ça peut être une plus-value par rapport à ça. Et puis, bien évidemment, mieux connaître ses activités essentielles, ça aussi, ça va être s'auto-évaluer sur quelles sont mes activités qui sont essentielles pour mon business et comment est-ce que je fais si cette activité est indisponible pour pouvoir maintenir le minimum que je dois faire pour ne pas perdre mon entreprise. Donc, ces 5 premiers points, donc actifs, vos plans actuels, vos personnels clés, vos partenaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer et vos activités va vous permettre tout simplement de mieux vous connaître et mieux se connaître, c'est déjà un premier pas et une grosse économie par rapport à la mise en place d'un plan économique. Donc, un point très important là-dessus. Je vous propose de passer sur le slide suivant. Dans le cadre de la mise en place d'un plan de continuité d'activité, on a une première action qui est l'analyse d'impact, le business analysis, qui va permettre de mieux connaître son entreprise. Et justement, par rapport au slide avant, si vous avez déjà fait un état des lieux, si vous êtes déjà auto-évalué, par rapport à ça, vous avez déjà une bonne vision de votre entreprise. Et ça va vous permettre d'optimiser en fait votre BI. Et donc de réduire le coût d'un consultant ou d'un spécialiste qui va passer du temps à essayer d'analyser les tenants, les aboutissants, les liens, etc.
Si vous avez déjà une personne qui maîtrise parfaitement ça, ça va être du temps de gagner dans le cadre de la prestation du spécialiste, du consultant, qui va venir vous accompagner dans la mise en place d'un plan de continuité. Donc c'est aussi une économie. Et dans le cadre de la mise en place de l'analyse d'impact, hein, avec un collègue en France, on a optimisé cette phase qui peut être assez longue pour justement la rentabiliser financièrement, pour qu'elle coûte moins au niveau des clients avec lesquels nous travaillons. Alors, un premier point, c'est connaître les risques. Alors, connaître les risques, et je marque principaux parce que tout simplement, on peut partir sur des analyses de risques qui sont très longues et qui peuvent être très coûteuses, hein, et on peut se limiter dans le cadre du BIA, de l'analyse d'impact, hein, aux risques qui sont les principaux. Les risques qui sont les principaux dans le cadre en fait d'une entreprise, eh ben, ça va être économique, hein, ça va être est-ce que je suis sur une zone sismique, inondable, est-ce que là où je suis passé, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont tout simplement à risque, du type comme on a pu le voir sur Beyrouth, une entreprise qui a un hangar qui a explosé avec des produits chimiques. Bah, tout ça, là, connaître les risques va vous permettre justement de limiter la couverture en fait de l'analyse de risque. Et ça reste assez simple à faire, hein, et vous pouvez le faire toujours dans le cadre de l'auto-évaluation. Ça va vous permettre de savoir, tiens, quels sont mes risques? Est-ce que je suis sous une ligne aérienne? Est-ce que j'ai une voie de chemin de fer qui passe à côté de mon entreprise et potentiellement avec des produits chimiques? Est-ce que j'ai une autoroute avec peut-être des camions qui peuvent déverser des produits chimiques ou des produits pétroliers, peu importe? Est-ce que je suis sur une zone sismique, ce que j'ai dit tout à l'heure, inondable, etc. Donc ça, c'est un point important, et le fait de se limiter dans la zone de risque va vous permettre de réduire vos coûts au niveau de l'analyse d'impact. Mais attention, hein, il faut quand même être rigoureux par rapport à ça pour bien gérer toute cette partie risque. Un deuxième point, c'est limiter le nombre d'impacts. Quand on fait une analyse de risque, on va arriver tout simplement sur des impacts vis-à-vis en fait de ce risque qu'on a fait. Si j'ai par exemple une zone inondable, si je suis dans une zone inondable, eh ben, quels vont être les impacts par rapport à ça? Et les impacts, ils vont peut-être toucher mon outil de production, mes usines. Ça a été le cas pour une entreprise au Québec où les outils, c'était une entreprise qui fabriquait des gâteaux, et les outils pour fabriquer les gâteaux étaient en sous-sol, et quand il y a une inondation, bah forcément, toutes ces machines ont été perdues. Donc là-dessus, ça va être de regarder un petit peu les impacts principaux vis-à-vis en fait du sinistre qu'on a vu, des risques qu'on a vu un petit peu plus haut. Donc là, ça va être, est-ce que je vais avoir un impact financier? Est-ce que je vais avoir un impact visuel, médiatique? Est-ce que je vais avoir un impact sur ma production? Est-ce que je vais avoir un impact sur les produits alimentaires, etc., etc., sur le pharmaceutique? Donc regardez les impacts qui sont le plus importants pour vous par rapport au risque. Et puis vis-à-vis de ça, ensuite de ça, quand vous allez voir justement à commencer à faire votre BIA, vous aurez les risques et les impacts, donc le périmètre sur lequel vous allez seulement travailler. Donc les impacts, nous on les a regroupés en trois parties, en quatre en fait. Un premier impact qui sont des indisponibilités en fait, l'indisponibilité du bâtiment, l'indisponibilité de l'informatique, l'indisponibilité des personnels et l'indisponibilité des fournisseurs. Nous, on a regroupé tout ça, en fait, les impacts sur ça, et quand on va voir nos clients, on pose la question, si votre bâtiment est indisponible, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous pouvez travailler? Quelles sont les solutions que vous mettez en place? Donc on s'est limité par rapport à ça. Bien évidemment, il y a l'aspect aussi financier, il y a l'aspect médiatique, réglementaire, tous ces impacts-là. Bien évidemment, il faut aussi les travailler, mais on arrive à le regrouper assez facilement. Ensuite de ça, hop, je vais me placer ici, limiter le nombre de scénarios d'indisponibilité. Je viens d'en parler justement sur les scénarios d'indisponibilité. Nous, on les a regroupés en 4. Donc indisponibilité bâtiment, indisponibilité informatique, indisponibilité des personnels et indisponibilité des fournisseurs. Informatique, toute entreprise peut avoir un impact sur la perte de son informatique, qui est en fait l'impact, c'est la perte de ses clients, par exemple, la perte de ses factures,
la perte des rentrées d'argent, donc financiers. Donc ça peut générer des impacts. Donc l'indisponibilité, on s'est limité à 4 pour justement réduire les coûts dans le cadre du BIA. Et pourtant, en réduisant les coûts, on couvre la totalité en fait du BIA et on couvre en fait toutes ces indisponibilités. Et vous allez voir, regardez d'ailleurs chez vous par rapport justement à l'indisponibilité informatique. Pensez-y là à l'instant et regardez un petit peu votre informatique. Si demain vous la perdez, comment est-ce que vous reprenez votre activité informatique? Qu'est-ce qui se passe? Pour beaucoup de petites PME, PMI, l'informatique est sur un serveur qui est dans le même bâtiment que les personnels. Et puis généralement, c'est sauvegardé et puis on sauvegarde dans le meilleur des cas à l'extérieur, mais très souvent en fait sur un disque qui est dans le tiroir du boss. Donc là, dans ce cadre-là, si vous perdez votre bâtiment, vous perdez votre informatique, vous perdez vos sauvegardes, vous perdez vos outils de travail et pour redémarrer, ça devient très difficile. Donc là, en termes d'indisponibilité, réfléchissez à ça en vous disant, tiens, peut-être que là, j'ai une faille. Et l'auto-évaluation peut vous aider justement à réfléchir à ça en disant, tiens, mon informatique, mes sauvegardes, elles ne sont pas forcément bien faites ou alors elles ne sont pas forcément externalisées. Dans le cas de la cyberattaque, je parlais justement dans la conférence précédente sur les risques, tout ce qui est cyberattaque, là aussi, cyberattaque, un ransomware, peuvent vous bloquer vos machines, mais aussi bloquer vos sauvegardes. Donc là aussi, il y a des mécaniques dont on aborde lors de la formation. Profitez pour rédiger les procédures. Ça, c'est vraiment le plus en fait de la méthode que l'on a mis en place. Normalement, un business impact analysis, une analyse d'impact, on a un questionnaire et puis on passe voir les personnes, les activités essentielles et on leur pose un certain nombre de questions. Et puis ensuite de ça, on prend juste ça et puis on en fait des tableaux. Quelles sont les activités critiques, qui c'est qui communique avec qui, quels sont les équipements qu'ils ont besoin, etc. Dans le cadre justement de la méthode qu'on a mis en place, on a optimisé pour tout simplement, puisqu'on est en face des personnes qui connaissent leur métier, tout simplement on va leur poser d'autres questions qui vont nous amener sur la procédure, commencer à rédiger les procédures. Et ça, ces questions-là sont assez simples et ça permet justement de gagner énormément de temps par rapport au BIA, puis ensuite de ça à la réalisation des procédures. Donc ça, c'est vraiment un plus qu'on aborde. Toujours pareil dans la conférence, dans la formation. Initier des micro-projets simples. Là aussi encore. Quand on rencontre en fait les personnes, on arrive à discuter donc avec elles de tout leur business et il y a plein de choses qui remontent. Et notamment, on a des questions qui portent sur quelles sont les solutions de contournement que vous avez ou qu'il serait intéressant de mettre pour limiter l'impact d'un sinistre. Et là, à ce moment-là, il y a plein d'idées qui remontent, qui pop-up, comme un petit peu ce que je vous ai demandé. Qu'est-ce que vous feriez si votre informatique était indisponible? La question, c'est qu'est-ce que vous feriez pour éviter que l'informatique soit disponible? Et qu'est-ce que vous feriez pour limiter l'impact en fait de la perte de l'informatique? Donc c'est tout ce genre de petites questions-là. Et quand on pose ces questions-là avec les interlocuteurs que l'on a, il y a plein d'informations qui remontent. Et ces informations, il y a deux possibilités en fait de les utiliser. C'est soit de générer un projet énorme au sein de l'entreprise pour régler tous les problèmes, toutes les solutions de contournement, ou alors de porter en fait ces solutions de contournement sur des micro-projets qui sont gérés par l'activité essentielle elle-même. Et là, on gagne énormément de temps, on s'appuie sur des personnes qui connaissent leur métier, et en plus de ça, on voit des résultats quasiment immédiats, parce qu'il y a des solutions qui sont très très simples. Je prenais l'exemple, je crois, à la conférence précédente, sur les personnes qui reçoivent des papiers, des contrats, sous forme papier, et généralement, quand on fait son contrat, qu'on regarde, on les classe dans un classeur, on les met dans une armoire, et puis ça reste là. Une solution de contournement qui est possible très facilement en cas de perte du bâtiment et donc du perte de ses originaux, c'est tout simplement de les scanner. Dès qu'on reçoit un contrat, on scanne le contrat et puis ce contrat-là numérique, on le fait certifier par un notaire, par un avocat, peu importe. Et puis donc ça devient en fait une pièce légale au même titre que le papier. Et ce certificat, ce document numérisé, vous le sauvegardez, vous l'externalisez. Et en cas de perte de votre bâtiment avec la perte des originaux, vous avez toujours la copie certifiée qui vous permet de pouvoir vous en servir. Donc ça, c'est toutes des solutions de contournement qui sont très très simples. Ça fait évoluer la façon de travailler, mais vous avez la possibilité de gagner énormément de temps et d'argent par rapport à ça.
Parce que pour certains qui nous écoutent, si vous perdez des contrats, là, l'impact est très très lourd. Initier les micro-contrats, j'ai dit, donc réfléchir à des solutions préventives. J'en ai parlé un petit peu plus tôt par là. Pensez donc à ces solutions préventives. C'est comment est-ce que je peux faire pour éviter un impact trop important sur mon business. Et ça rejoint justement l'exemple que je vous ai donné à l'instant. C'est qu'est-ce que je peux mettre de façon préventive pour répondre en fait à l'impact de la perte d'un bâtiment, de la perte de l'informatique, de la perte d'un personnel clé, de la perte d'un fournisseur. Je vais prendre par exemple, pour exemple par rapport à celle-là, la perte en fait d'une personne clé. Qu'est-ce que je peux mettre comme solution, parce que je sais que j'ai une personne clé qui est critique, qu'est-ce que je peux mettre comme solution préventive au cas où cette personne clé disparaisse, parce que soit elle est partie en congé, soit elle est partie en retraite, soit elle est tout simplement décédée lors d'un sinistre. Qu'est-ce que je peux faire en amont pour me prémunir en fait de ce risque-là? C'est peut-être que ces connaissances, elles soient indiquées sur un document, que ce soit procéduré, ou alors qu'une autre personne ait pris ces connaissances et travaillé avec elle pour acquérir les mêmes connaissances, afin que vous ayez en fait deux personnes qui puissent, le cas échéant, pouvoir répondre en fait à une demande. Si une des deux personnes disparaît, vous avez l'autre personne qui est là, c'est toujours en fait un backup. Donc c'est très très important par rapport à ça. Donc voilà, optimiser l'analyse d'impact. Donc vous avez 6 points ici, là. Il y en a d'autres, mais ce sont des points qui sont importants. Efficace à moindre coût. Là, ça va être intéressant de regarder comment est-ce qu'on peut avoir des stratégies gagnantes. Et ces stratégies gagnantes vont permettre justement de réduire les coûts. Et réduire les coûts, c'est l'objectif en fait de cette conférence, c'est de vous permettre de voir un petit peu comment faire. Alors, un premier point, sensibiliser et prévenir. Sensibiliser et prévenir, ça paraît évident comme ça, mais en fait dans les faits, on le voit très très peu. Chez beaucoup de mes clients, en fait, c'est quasi inexistant de sensibiliser sur les risques, de sensibiliser sur l'impact en fait de la perte de telle activité ou telle autre. Et puis cette notion de prévenir, c'est d'amener les gens en fait, une fois qu'ils sont sensibilisés, à se dire tiens, comment est-ce que je peux faire dans le cadre de mon milieu de travail pour optimiser ma reprise d'activité ou ma continuité d'activité. Quelles sont, ça rejoint un petit peu les micro-projets qu'on avait avant, quelles sont les actions, les petites actions à mon niveau individuel que je peux faire pour éviter en cas de sinistre que ça devienne plus contraignant en fait à redémarrer. Donc ça peut être par exemple, comme je le parlais tout à l'heure, les papiers, on les scanne, ça peut être les sauvegardes, plutôt que de les mettre dans son tiroir, on les externalise, etc., etc. Donc sensibiliser et prévenir, c'est aussi amener en fait les employés à avoir des informations sur la continuité d'activité, sur la reprise d'activité, sur des petits gestes qui peuvent permettre l'entreprise de redémarrer plus facilement. Donc vraiment, ça c'est un sujet qui est très intéressant. Organiser votre travail et puis limiter les vulnérabilités. J'en ai parlé un petit peu ici, puis sur le slide avant. C'est vraiment comment est-ce que je m'organise au quotidien pour éviter que j'ai un impact plus important en cas de sinistre. Ça rejoint ici, là, je parle un petit peu de cybersécurité. Typiquement, les papiers, et dans beaucoup d'entreprises, je le vois, il y a des papiers qui traînent sur les bureaux de personnes et parfois ces papiers ont une certaine confidentialité. Là aussi, typiquement, ces papiers qui ont des confidentialités, il faut voir comment est-ce que je m'organise dans mon travail pour pas que ces papiers soient visibles. Donc je les mets dans un tiroir, je les ferme à clé. Ou alors je les scanne et puis je détruis le document, etc. Donc ça, c'est toutes des choses, des petites actions clés au niveau de l'individu qui peuvent être renforcées par tout simplement le fait de sensibiliser sur la sécurité. Répartir vos ressources. Alors ça, ces ressources, c'est les actifs un petit peu que l'on parlait sur l'acétate précédent. Et ces notions d'actifs, on va essayer de les répartir. Alors, répartir ces ressources, ce n'est pas toujours évident. Pour des petites entreprises, des micro-entreprises, ça reste assez compliqué de répartir ses équipes sur 2 bâtiments, de répartir son informatique sur 2 bâtiments.
Mais il y a quand même des actions qui sont possibles de faire. Quand on parle de ressources, c'est des ressources matérielles, mais c'est des ressources aussi numériques ou immatérielles. Et bien ça, typiquement, ces ressources immatérielles, vous n'êtes pas obligé de les garder dans votre informatique, dans votre bâtiment, mais vous pouvez la mettre sur l'info nuagique, donc l'externaliser en fait de vos lieux de travail. Donc là, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire pour l'informatique. Si vous avez plusieurs sites informatiques, c'est bien évidemment de répartir vos systèmes d'information de telle sorte que si vous avez un site informatique qui est détruit, eh ben, que vous n'ayez pas tout simplement votre informatique globale qui est détruite, mais que ce soit qu'une petite partie. Donc répartir l'informatique, répartir les personnels dans la mesure du possible. Il y a sur tout ce qui est logistique, donc les flux de logistique. Eh ben, quand on reçoit du matériel, on peut soit stocker le matériel chez soi, soit stocker le matériel en fait chez le fournisseur. C'est des accords qui se mettent en place, ce qui fait que si vous avez des quantités de matériel assez importantes, bah, vous n'avez peut-être pas tout chez vous. Et si vous avez votre entreprise qui est détruite, bah, vous perdez qu'une petite partie du matériel et vous pouvez très rapidement en fait recevoir à nouveau des équipements, des matières premières, parce que celles-ci sont stockées en fait chez le fournisseur ou chez un tiers. Donc ça, c'est aussi des solutions pour répartir en fait vos actifs, pour éviter de tout perdre d'un seul coup lorsqu'il y a un sinistre. Donc répartir ces ressources, un petit point qui est pas mal intéressant. Donc mutualiser vos actifs. J'en parlais un petit peu tout à l'heure quand on a l'informatique. Eh ben, mutualiser ces actifs. Si vous avez des environnements de production, vous avez forcément des environnements de pré-production ou de test. Eh ben là, ça peut être intéressant pour économiser, d'utiliser vos environnements de pré-production ou de test comme environnement de reprise. Ça vous évite en fait d'acheter des équipements qui vont dormir et qui seront là uniquement dans le cas en fait d'un sinistre. Donc c'est ce genre de choses-là. Mutualiser des actifs, si vous avez des hangars ou des entrepôts, ben peut-être que vos entrepôts ou vos hangars peuvent servir, peuvent être mutualisés dans le cas d'un sinistre pour recevoir en fait votre site de repli, recevoir vos personnels, recevoir du stock ou recevoir ce que vous voulez mettre dedans, mais en tout cas vous avez un espace en fait qui est dedans. Donc vraiment ça peut être aussi un point d'économie relativement important par rapport à ça. S'adapter à la technologie, ça c'est un sujet qui peut être polémique parce que la technologie ça peut coûter cher. Et donc changer sa technologie ou s'adapter à sa technologie, on peut se dire bah ouais mais si je change mon OS toutes les années, ça va me poser un problème, ça coûte cher, si je change mon matériel, etc. ça coûte cher. Vous avez raison, ça a un coût. Mais ce coût-là, c'est le coût de la sécurité par rapport à ça. Il y a énormément, dans le cadre de cybersécurité, il y a énormément en fait de failles qui s'appuient sur des anciens systèmes d'exploitation, sur d'anciens produits qui ne sont pas upgradés, sur d'anciens matériels qui ne sont pas mis à jour. Donc par rapport à ça, ça a un coût si vous vous faites attaquer. Et croyez-moi que l'utilisation de ces failles peut vous coûter beaucoup plus cher que d'actualiser en fait votre technologie. Donc, s'adapter à la technologie, ben, c'est aussi s'adapter aux moyens qui actuellement, donc je parlais des hardware, du matériel donc à mettre à jour, à faire en sorte qu'il soit le plus récent possible, dans la mesure du possible on s'entend, que les logiciels soient aussi eux-mêmes les plus à jour possible. Et puis ça peut être aussi utiliser en fait l'info nuagique. J'en parlais, je crois, ici, répartir ses ressources, ça peut être d'utiliser l'info nuagique, d'avoir une partie de sa production sur l'info nuagique et puis une partie de sa production dans son centre informatique. Ça va très très bien pour les PME, PMI qui peuvent en fait alléger leur impact informatique, leur coût informatique en délocalisant, en s'adaptant en fait à l'info nuagique. Il y a des contre-coups par rapport à l'info nuagique, il faut quand même prendre des dispositions pour faire attention. Et d'ailleurs, il y a une conférence qu'on a faite sur l'info nuagique, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube Crise et Résilience sur YouTube. Et vous allez, d'ailleurs, la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement là. Et vous allez voir que sur l'info nuagique, il y a quand même des attentions à avoir par rapport à ça. Donc, s'adapter à l'aide technologique, ça peut sembler être coûteux, mais en fait, vous faites une économie au moment du sinistre, croyez-moi. Et puis, impliquer la direction, ça aussi, c'est quelque chose de relativement important et puis qui peut baisser les coûts.
Je suis passé dans plusieurs entreprises où en fait on a mis en place des plans de continuité d'activité, ça remonte quand même à assez loin, où on a mis des plans de continuité d'activité. J'ai un exemple par exemple dans les banques où il y avait une obligation de la commission bancaire en Europe, en France, qui demandait de mettre en place des plans de continuité. Donc, ces plans de continuité, les banques ont fait le nécessaire, ont répondu en fait à une réglementation, et donc elles ont appelé des consultants qui ont fait des plans de continuité d'activité. Ça prenait des cartables, des classeurs énormes, des quantités phénoménales, et en fait, au final, ils n'étaient pas utilisés. Donc, ça a coûté relativement cher par rapport à ça. Donc là où c'est important d'impliquer la direction, c'est parce que c'est elle qui doit être le guide par rapport à la mise en place du plan de continuité d'activité. C'est elle qui doit être moteur sur les actions plus prioritaires à faire et puis sur celles que l'on fera peut-être dans une seconde étape. Donc ça, impliquer la direction, c'est aussi le fait de montrer qu'il y a un capitaine à bord et que ce n'est pas seulement les salariés, les employés qui sont tout le temps là en train de pousser pour faire avancer ce projet de plan de continuité d'activité. Parce que si c'est le cas, si la direction en fait s'en désintéresse, au bout d'un certain temps, l'effet que ça donne, c'est que personne ne se sent en fait réellement concerné et le projet végète, voire en fait meurt à petit feu et au final vous brûlez beaucoup d'argent pour un résultat qui ne sera pas au rendez-vous. Donc par rapport à ça, impliquer la direction, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il faut vraiment qu'il y ait un leadership de la direction par rapport à ça. Ok. Éviter les pièges. Alors, qu'est-ce qui coûte cher dans la mise en place de plans de continuité d'activité? C'est de faire un peu n'importe quoi, de ne pas s'appuyer sur des bonnes pratiques, etc. Je vais en parler. Mais ce que je me suis aperçu à plusieurs reprises, les entreprises arrivent à faire des choses, mais en fait tombent dans des pièges. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. On parlait justement de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est pas de faire n'importe quoi. Il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont en place. Il y a ISO, nous on utilise ISO 22301, toute la gamme de ISO, BCI et puis l'ADRI qui est plus nord-américain. Et par rapport à ça, en fait, l'utilisation des bonnes pratiques va vous donner en fait un guide sur lequel on peut mettre des choses. Et d'ailleurs, vous pouvez aller regarder, je vous invite à acheter ISO 22301, vous allez avoir comment mettre en place un plan de continuité d'activité. Vous allez vous apercevoir que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'en effet, ça nécessite l'expertise en fait de personnes qui sont qualifiées. Mais utiliser les bonnes pratiques, c'est vraiment important. Nous, on se base vraiment sur ça, parce que ça évite en fait de faire n'importe quoi. Et ce qui est justement dans les pièges là, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des petites entreprises, des petites PME qui pensent en fait que ce qu'elles font, c'est la bonne chose, mais en fait, elles font des erreurs. Une erreur qu'on voit le plus souvent, c'est tout simplement les sauvegardes, on les met dans le tiroir du boss, ou alors on la met sur un disque dur qui à côté est connecté en fait au serveur. Et là, dans le cadre d'une attaque de rançon logiciel, là vous perdez la totale et vous perdez votre entreprise. J'ai vu plusieurs entreprises justement fermer la clé parce que c'était mort par rapport à ça. Donc vis-à-vis de ça, là, utiliser les bonnes pratiques, ça permet vraiment d'avoir un guide. Et j'insiste parce que c'est vraiment important. Communiquer, alors, pourquoi communiquer en fait? Et l'importance de communiquer va vous amener en fait de la lumière sur vous quelque part, dans le sens où votre banquier, votre assureur, vont être plus en confiance parce que vous mettez en place un plan de continuité d'activité. Donc communiquer, c'est excessivement important parce que ça permet en fait d'amener en fait votre goût de la maintenance de votre entreprise, l'importance vis-à-vis de vos clients, de vos fournisseurs, de vos banquiers, de votre assureur, sur le fait que vous souhaitez maintenir votre activité même en cas de sinistre. C'est important pour vous. Donc communiquer, pour moi, c'est quelque chose de très important dans le sens où ça va vous amener, je parlais de lumière, ça va vous amener des spotlights sur vous et on va dire « Ah ouais, cette entreprise, elle est sérieuse, elle met en place un plan de continuité d'activité, je vais aller plus facilement sur cette entreprise que sur son concurrent. » Et ça, c'est, croyez-moi là,
Ça paraît rien là de communiquer. Il y en a même, j'ai même certains clients qui m'ont dit non, communiquer, ma concurrence va savoir que je mets en place un plan de continuité d'activité, c'est pas bien, etc. Si, si, c'est bien. Je vous garantis que communiquer vis-à-vis en fait de tous vos partenaires, que ce soit vos clients, que ce soit vos fournisseurs, que ce soit les banquiers, que ce soit les assureurs, etc., c'est réellement un plus. Et en termes d'économie d'argent, là, et bien justement, les assureurs sont très friands par rapport aux entreprises qui mettent un plan de continuité d'activité parce que tout simplement, elles vont baisser leur prime d'assurance parce qu'elles savent que vous allez vous relever plus rapidement et donc du coup, elles vont avoir moins à payer. Donc là, vous avez un levier de négociation qui peut vous faire gagner quand même pas mal d'argent en fonction de l'entreprise que vous avez là. Et rien que ça vaut la peine de prendre l'information. Ok, faites-vous accompagner, mais gardez la maîtrise. Alors, faites-vous accompagner. Ça veut dire soit suivez une formation, soit appuyez-vous sur des experts qui vont vous accompagner dans la mise en place de la continuité d'activité. Donc ça, c'est très important là. C'est vraiment important là. Ça rejoint un petit peu ce point-là. Là. Faites pas n'importe quoi. Appuyez-vous en fait sur les entreprises, sur des experts. Maintenant, gardez la maîtrise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que les experts sont passés, que les professionnels de la continuité sont passés, il faut que vous ayez quelqu'un en interne qui gère en fait cette continuité, qui maintienne cette continuité. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Donc ça, là-dessus, quand on fait en fait du consulting, qu'on accompagne des entreprises, on demande à être accompagné d'un interne qui va prendre notre travail. Et en même temps, on le forme. On le forme sur la continuité, on le forme sur tous les éléments en fait de la continuité, les risques, les impacts, les procédures, etc. Ce qui fait que tout au long, en fait, il sait ce que l'on fait et quand nous on part, il a connaissance du plan de continuité, il a la maîtrise du plan de continuité d'activité et en cas de crise, en cas de sinistre, il sait quoi faire tout de suite. Il n'y en a pas besoin de rappeler le consultant 1 an, 2 ans après et puis qui peut-être n'est pas disponible. Donc faites-vous accompagner mais gardez la maîtrise. Maintenir votre résilience en tout temps. Ça veut dire que si vous avez fait un plan de continuité d'activité, ne le mettez pas dans un coin là, mais gardez-le, actualisez-le, testez-le, faites en sorte de toujours qu'il soit le plus souvent à jour. Et dès qu'il y a un changement dans votre entreprise, une acquisition, le départ d'une personne, le remplacement par une autre, changement d'équipement, etc., faites en sorte que votre plan d'activité soit le plus actuel possible. Donc ça, maintenir votre résilience, et plus vous allez le maintenir, plus vous allez faire des essais, plus vous allez devenir résilient, plus ça va être facile face à une crise, croyez-moi. Prendre votre temps, mais pas trop. Prendre votre temps, il ne faut pas vous précipiter dans la mise en place d'un plan de continuité d'activité. Il faut réfléchir, et c'est pour ça, si vous allez sur le premier essai en réécoutant cette vidéo, vous allez voir que l'auto-évaluation est importante. Prenez votre temps de savoir c'est quel périmètre que je vais regarder. Dans la précédente conférence, on en a parlé. Quels sont les éléments sur lesquels je peux m'appuyer, quelles sont les personnes clés, etc. Commencez à vous faire une tête par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut que je sécurise, etc. Mais traînez pas trop. Parce qu'en fait, un événement, là, ça arrive n'importe quand. N'importe quand. Et je suis quasiment sûr que dans votre entreprise, vous avez pu vivre déjà en fait des attaques, de l'hameçonnage, des choses comme ça dans le cadre en fait de la cybersécurité. Et ça, de plus en plus, en fait, on voit ce genre de choses. Donc, n'attendez pas trop pour mettre en place un plan de continuité d'activité. Croyez-moi, il est parfois urgent et nécessaire de les mettre quand même rapidement, mais prenez votre temps de réfléchir sur qu'est-ce que vous allez mettre en place.